When they set up pre-production offices, they had a voicemail message that said, "Don't make this movie, bad things will happen." Word had gotten back to people in Hollywood, and there was an article from Entertainment Weekly that told what was going on in our location, Curse of the Crow. One of the staff in the production office decided to make an ill-timed comment that things have happened, but she said it's not like anyone has died. Des fois, la pop culture contient des œuvres qui sont connues, mais dont la création est due et amène à des événements assez horribles. Et malheureusement, l'œuvre qu'on va traiter aujourd'hui fait partie de ces cas-là. The Crow a été fondée sur une tragédie bien réelle qui est arrivée à son auteur, et elle a parsemé sur son chemin des accidents plus ou moins graves, au point que certains la considèrent comme maudite. Notamment car elle a entraîné l'un des drames les plus populaires et déchirants de l'histoire du cinéma. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on part à la découverte d'une œuvre bien singulière. Même si vous ne connaissez pas du tout The Crow, vous pouvez rester car je vais tout simplement expliquer de quoi il s'agit. On va revenir sur les horreurs qui a entraîné la création de cette œuvre, mais également voir pourquoi certains la qualifient de maudite. Et ça se passe tout de suite dans ce nouvel épisode de Chromique. Générique. Lui, c'est James O'Barr. Il est né en 1960 et dès son enfance, les choses commencent de façon compliquée car il ne connaîtra pas ses réels parents. Il a été élevé dans plusieurs familles d'accueil et orphelinats. Mais le bonheur pourtant semble pointer le bout de son nez plusieurs années plus tard. Ce bonheur, c'est une femme qu'on nommera Beverly. Et cette Beverly, James O'Barr, il en tombe amoureux, mais fou amoureux, puisqu'il finira carrément par la demander en mariage. Elle acceptera, les deux jeunes sont alors fiancés et c'est absolument magnifique car malgré les épreuves que James a pu traverser durant son enfance, il pouvait enfin goûter à l'amour et expérimenter ce qui sera l'une des plus belles périodes de sa vie. James décide même d'aménager avec Beverly, tout est merveilleux, jusqu'à... Dans les alentours de 1978, tout ce semblant de bonheur va se briser. Beverly meurt tuée par un chauffard en état d'ébriété. Cet événement, c'est la chose qui va changer James au plus profond de son âme. Comme si, lors de cet accident, une partie de lui avait été emportée avec l'amour de sa vie. En plus de ça, il devra faire le deuil de sa chair et tendre en servant l'armée dans laquelle il s'était enrôlé. Et c'est dans ce contexte très précis que James O'Barr va redécouvrir un exutoire qu'il connaissait très bien durant son enfance, le dessin. Il se servira de tout le brouillon sombre qui hante son esprit pour dessiner et vider cette noirceur sur des pages blanches, jusqu'à inventer une histoire qui pourrait l'aider à avancer et chasser toute la peine, la colère, la solitude et la souffrance de son corps. Il va alors s'inspirer d'un fait divers qu'il avait vu passer dans lequel un couple de Détroit avait été assassiné pour une bague de fiançailles à $20. Avec cette idée de départ avec laquelle il peut faire facilement un parallèle de la tragédie qu'il a vécue, il va pouvoir mettre au monde un récit qu'il appellera The Crow, un comics qui sera publié quelques années plus tard, en 1988. Mêlant les traits de dessin tourmentés et frénétiques à l'écriture presque obsédée par une noirceur découlant de l'esprit de son créateur, The Crow nous raconte l'histoire d'Eric et de sa copine Shelly, qui se feront tous les deux tuer par une bande de méchants gangsters qui ont tous d'ailleurs des noms de voyous américains des années 90, comme par exemple Shelby le Géant, Funboy, T-Bird, Top Dollar, Tom Tom et bien sûr Tintin, qui apparemment fait quand même de sacrées dingueries quand Milou n'est pas là. Mais sauf qu'après ce massacre, Eric va revenir parmi le commun des mortels grâce à un corbeau, en n'ayant plus qu'une idée en tête, se venger de la mort de sa chair et tendre en allant tuer de façon extrêmement violente chaque responsable de son meurtre. Et c'est un récit que je vous recommande mine de rien, parce que si sans le contexte on peut effectivement croire qu'il s'agit d'une bande dessinée avec un personnage principal un peu cliché et edgy, qui a quand même de bons dessins, on va pas se mentir, mais voilà. En réalité, avec la conscience de tout ce qui englobe l'œuvre, tu te rends compte de tous les sous-textes, de la profondeur du comics et de tout ce que peut ressentir son auteur.
James Hobart. Et c'est ce qui rend The Crow vraiment unique à mes yeux. C'est l'une des rares fois où je me suis pris avec une telle violence l'émotion de l'auteur à travers son œuvre. Il y a une sincérité vraiment troublante qui a été synthétisée dans la retranscription de cette souffrance. Mais d'un côté, je sais pas pourquoi j'ai été si surpris de ça, parce que dès le texte d'introduction, on te dit que ça va parler de quelque chose de très très dur. James a créé ce comics parce qu'un jour, l'homme qu'il était est mort. Mais il s'est aperçu qu'il respirait encore. Le livre que vous venez d'ouvrir est un réceptacle où James a déversé toute la rage et la colère ressentie à la perte de l'être aimé. Quand dans l'espace d'une fraction de seconde vous vous retrouvez définitivement seul au monde, votre avenir a été détruit et tout vous a été enlevé sauf une chose, la nostalgie de votre amour perdu. Il vous faudra apprendre à vivre avec cette douleur, à la faire vôtre, à la transcender. Ouais, je vous avais prévenu depuis le début de la vidéo que ça allait être deep. Toute l'ambiance oppressante du comics, les moments de réflexion du personnage principal jusqu'au dialogue, vraiment toute l'atmosphère te conditionne à te prendre l'intention de The Crow en pleine figure. Avec d'abord une majorité de la BD aux traits très bruts, très brouillons, sales et noirs, qui donne l'impression qu'une tempête d'angoisse traversait Hobart dès qu'il tenait le crayon, comme si s'investir à illustrer cette histoire était un retour à la violente réalité de son vécu. Mais ce n'est pas que ça, The Crow, c'est aussi des moments où le dessin change et devient plus léger, comme par exemple certains instants où Eric repense aux doux moments passés avec sa compagne. James Hobart a d'ailleurs parlé de son ressenti durant la création de The Crow. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet qu'il voulait avoir. Je pensais qu'en mettant une partie de cette colère et de cette haine sur papier, je pourrais la purger de mon système. Mais en fait, tout ce que j'ai fait, c'était l'intensifier. Je me concentrais sur toute cette négativité. Au fur et à mesure que je travaillais dessus, les choses allaient de pire en pire et étaient de plus en plus sombres. Ça n'a vraiment pas eu l'effet escompté. J'étais probablement plus dérangé après mon travail sur The Crow qu'avant même de le commencer. Mais toute cette énergie négative, elle va plaire à quelqu'un. Un certain Jeff Most, qui est producteur de films américains, qui va vouloir acheter les droits cinématographiques de The Crow. James Hobart, lui, il avait jamais prévu de faire un film The Crow. En fait, même au moment où on est venu pour lui dire « Salut SVP, je veux acheter vos droits de film », il s'est dit que l'idée allait très vite passer, voilà, que c'était que temporaire et qu'en vrai ça irait nulle part. Mais sauf que pas de chance pour lui, les équipes qui s'occupaient de ça étaient vraiment investies pour faire un film The Crow. Du coup, ça va se faire. Un réalisateur au nom de Alex Proyas sera engagé et Brandon Lee, sur qui on va revenir en détail dans quelques secondes, sera casté pour jouer le rôle de Eric. Et mine de rien, c'est allé très vite entre le moment où le projet a débuté et le moment où le tournage a commencé. Et avant de continuer, j'aimerais m'attarder sur lui. Ce mec, c'est Brandon Lee. Et là, il s'apprête à interpréter le rôle principal de l'adaptation de The Crow. Mais avant ça, c'est aussi le fils d'un certain Bruce Lee. Bruce Lee qui... vous connaissez Bruce Lee. Le problème, c'est qu'à ce moment, Brandon Lee est pas réellement vu aux yeux de tous comme un acteur prometteur. Il est surtout vu comme le fils de Bruce Lee, du coup, il joue juste dans des films d'action, de kung-fu, etc. Un peu comme son père. À la différence que les rôles qu'on lui propose, à lui, ils sont vraiment pas foufou pour la plupart. Sa carrière n'est pas réellement ce qu'elle devrait être. Il manque un truc, une étincelle qui permettrait à Brandon de passer dans une nouvelle dimension. Parce que lui, ça le fait un peu chier d'être dans cette perpétuelle seconde zone. Il veut sortir de l'ombre de son père et se démarquer. Et c'est là que le rôle de Eric dans The Crow est vu comme une réelle opportunité d'en faire marquer le cinéma de sa patte et de s'imposer en tant qu'acteur plus ou moins reconnu. C'est ce rôle qui peut lui insuffler cette étincelle. C'est celui qui doit le propulser et le mettre en avant pour sortir des productions de films d'action pas ouf. Il s'implique alors de fou dans le projet, de toute façon il est fan de l'œuvre de base, donc forcément ça aide. Et du coup le tournage commence, ouais. Non, vraiment pas ouais du tout. Comme vous avez pu le remarquer depuis le début, il y a une sorte d'aura un peu négative qui entoure l'œuvre, et c'est quelque chose qui va aussi s'étendre sur l'adaptation cinématographique. Avant même le début du tournage, un message a été transmis à l'équipe du film. Un message d'avertissement leur disant de ne pas faire ce film. Et ça a absolument pas raté. Il y a eu des drames dès les premiers jours.
2 techniciens ont été amenés aux urgences pour cause d'électrocution et de brûlure au second et troisième degré après que le camion dans lequel ils étaient soit entré en contact avec un câble électrique. Aucun mort, mais une victime perdra ses oreilles suite à cet incident. 3e jour de tournage, John Polito déclare qu'il y a eu un camion qui aurait pris feu sans réelle raison apparente. Puis, plus tard encore, un cascadeur a failli perdre la vie en tombant, se cassant plusieurs côtes. Et ça s'arrête pas là. Un article d'Entertainment Weekly qui est sorti en 1993 a d'autres accidents de recensés que je n'ai pas cités. Et là, cette fois, c'est bon, c'est fini, non, absolument pas. Un énorme ouragan va frapper le tournage et le plateau, détruisant absolument tout sur son passage. Ça inclut des décors, mais également du matériel technique. The hurricane is now at its peak, with winds reaching speeds of more than 115 miles an hour. That was a terrible hurricane that destroyed our backlot set. Ces incidents seront très vite ébruités et il en faudra pas beaucoup plus, et encore heureux d'un côté, pour que des gens disent que le tournage est maudit. Et ce n'est absolument pas une expression, des gens pensaient sérieusement que le film était touché par une malédiction. Mais bon, comme l'a dit après tout une des personnes à la production du film, oui, des choses se sont passées, mais au moins personne n'est mort. Il y a des moments où il faut apprendre à la boucler. La plus grosse catastrophe de ce tournage est survenue à quelques jours du clap de fin. Une scène avec Eric Draven, interprété par Brandon Lee et des malfrats, était en train d'être tournée. Et dans celle-ci, le personnage d'Eric se fait tirer dessus. Et là, alors que pourtant les répétitions de la scène se sont bien passées, aucun problème n'avait été souligné jusqu'ici, les événements vont prendre une tournure tragique que personne n'aurait pu imaginer. L'arme utilisée par l'acteur qui devait tirer sur le personnage d'Eric a eu un problème, car en son intérieur se trouvait une balle factice. Une balle factice, c'est une balle à laquelle on va venir enlever la poudre à canon qui se trouve à l'intérieur, mais également l'amorce, pour éviter qu'elle puisse être poussée dans le canon lors de la détonation. Ce qu'il s'est passé, c'est que la balle qui se voulait factice dans l'arme en question a bien été vidée de sa poudre, mais l'amorce, elle, n'a pas été enlevée. Elle s'est alors logée dans le canon de l'arme au moment où la gâchette a été pressée, sans doute pendant des répétitions, et cette balle-là est donc restée dans le canon du pistolet sans que quiconque ait vérifié. Et celui-ci sera utilisé pendant le tournage de la dite scène. Et pour des besoins visuels, cette fois-ci, le revolver sera chargé d'une balle à blanc, qui elle est une balle qui ne va pas venir tuer, mais qui par contre a beaucoup de poudre, afin de recréer le gros flash et la fumée qu'on peut observer pendant un véritable coup de feu. C'est un artifice très utilisé dans le cinéma, les balles à blanc c'est très connu, et c'est censé faire de mal à personne. Le réal lance alors le tournage de la prise, le action est prononcée, les acteurs s'apprêtent à jouer la scène. Michael Macy tient l'arme et doit tirer sur Brandon Lee. Il presse la gâchette et tout semble se dérouler comme prévu. Il n'y a eu aucun problème apparent durant celle-ci. C'est alors satisfait que l'équipe du film coupe l'action, seulement, après la scène, Brandon semble ne pas se relever, ni même bouger. L'équipe se met à paniquer, Lee semble avoir été touché par un projectile sorti du pistolet. Personne ne comprend réellement, un état de choc et une impression de surréalisme planent sur tout le plateau. Lee a dû être transporté aux urgences, mais très exactement 34 minutes plus tard après que l'acteur se soit écroulé, la réalité va frapper de sa froide main. Brandon Lee, fiancé à Eliza Hutton qu'il devait marier juste après le tournage du film, qui avait toute une carrière d'acteur prometteuse face à lui, est décédé à l'âge de 28 ans. Ce qu'il s'est passé, c'est que la balle factice sur laquelle il restait encore l'amorce et qui était bloquée dans le canon s'est retrouvée propulsée au moment où la balle à blanc a été tirée, à cause de la poudre à canon qu'il y a dans la balle à blanc. Celle-ci s'est alors retrouvée propulsée à la vitesse d'une vraie balle et a donc tué Brandon Lee. Tout ça, c'est dû à un manque de vérification. Il n'y a eu absolument aucune vérification au moment du tournage de la scène, en tout cas pas sur les accessoires, et c'est d'autant plus con quand les accessoires en question sont des armes.
tout s'arrête à cet instant. L'équipe est sous le choc et l'information se retrouve relayée partout. À ce moment-là, en plus, les enquêtes n'ont pas encore défini les raisons exactes de la mort de Brandon. Du coup, de grosses rumeurs sortent comme quoi ça pourrait être la mafia chinoise qui l'a tué, tout comme ça avait été le cas quand Bruce Lee, le père de Brandon, est mort et que tout le monde croyait plus ou moins à une grosse rumeur sur ça et tout un tas de théories complotistes qui ont circulé et en tout cas pour Brandon, c'est faux. Le tournage du film est logiquement arrêté et nous allons revenir sur un monsieur qui s'est fait discret depuis quelques minutes de la vidéo, le créateur de The Crow, James Hobart, qui une nouvelle fois se retrouve présent dans le meurtre accidentel d'une personne dont il était proche et qui en plus, comme lui au moment du décès de Beverly et comme le personnage qu'il incarnait à l'écran, était censé épouser la personne qu'il l'aimait. Quand Brandon est mort, j'ai vécu une période très difficile. Les sentiments de culpabilité et de responsabilité étaient énormes. Les similitudes de sa mort et de la mort d'Eric dans le livre sont si proches qu'elles se prêtent presque à une interprétation surnaturelle. Brandon a été tué en filmant la scène dans laquelle Eric est tué. Dans le film et le livre, cela se produit à la veille du mariage d'Eric. Brandon allait se marier après la fin du tournage et le tournage était à quelques jours de sa fin. Mais c'est pas fini parce qu'il y a encore des coïncidences sur la mort de Brandon Lee qui sont plutôt troublantes et que je n'ai pas évoquées, comme par exemple le fait que Bruce Lee a déjà tourné les conditions de la mort de son fils. À la fin des années 70, Bruce Lee jouait dans son dernier film, Game of Death. Dans celui-ci, le personnage de Bruce se fera tirer dessus sur un plateau de tournage par une arme chargée d'une vraie balle. Il avait littéralement joué la future mort de son fils sans le savoir. Beaucoup voudraient que la raison de tout ça se soit due à une soi-disant malédiction, comme j'ai pu le dire depuis le début, qui toucherait la famille Lee, parce qu'apparemment, quand il se passe plein de choses de terribles, c'est forcément dû à une malédiction et à rien d'autre, c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement. Regardez ce scientifique s'exprimer à ce propos. C'est vrai. Mais vous l'aurez deviné, c'est beaucoup trop facile en fait de mettre ça sur le dos d'une malédiction. À titre personnel, je ne crois absolument pas à tout ça. Toute l'atmosphère, les coïncidences et les drames qui s'enchaînent peuvent effectivement donner l'impression qu'à ce stade c'est tellement si peu explicable que paradoxalement l'une des seules choses pouvant être crédible c'est qu'une force surnaturelle s'acharne sur le projet, bien sûr. Vous vous en doutez, je vais casser toute la magie, c'est pas le cas, car il y a quand même beaucoup d'accidents qui auraient pu être évités avec plus d'attention. Malheureusement, parfois cette attention est trop négligée à cause de contraintes budgétaires. Car oui, faire hyper attention ça demande du temps et plus que jamais quand on tourne un film, le temps c'est de l'argent. C'est d'ailleurs un des acteurs, Michael Berryman, qui le déclarera dans le très intéressant Cursed Film sur The Crow, qui d'ailleurs m'a énormément aidé pour l'écriture et la documentation de cette vidéo. Selon moi, Brandon est mort parce qu'un studio a voulu faire des économies. C'est littéralement ça. Mais pour reprendre, le tournage, bien que stoppé, sera repris grâce à deux personnes. Eliza Hutton, la fiancée de Brandon, et Linda Lee, sa maman, qui sont venus voir l'équipe pour leur dire que Brandon était super fier de son travail et que si jamais l'équipe se sentait capable de terminer le boulot, il fallait que le film puisse sortir. Pour finir le film, ils ont dû revoir certains éléments scénaristiques, par exemple enlever un personnage, car il n'y a pas eu toutes les scènes entre Brandon et celui-ci qui ont été tournées. Ensuite, pour d'autres plans non tournés par l'acteur, ils ont rafistolé certaines choses au montage, mais malheureusement, tous ces efforts n'ont pas pu éviter une chose qu'ils auraient sans doute voulu éviter, et ont dû faire appel à une doublure qui ressemblait à Brandon et qui portait un faux visage identique à celui de Brandon Lee. Et pour tout le monde, c'était horrible. Personne n'était à l'aise et c'en était presque malsain. Mais il fallait terminer ce pourquoi Brandon est mort. Et avec énormément de force, ça se fera. The Crow sortira, le film va être un carton et impactera durablement la pop culture. C'est une œuvre hyper importante sur plusieurs aspects. Elle mettra de la lumière sur la culture gothique qui aura aidé certaines personnes. Par exemple, pendant mes recherches, je suis tombé sur un article écrit par une personne handicapée qui m'a beaucoup touché. The Crow m'a aidé à croire que je pouvais tout faire. En tant que personne atteinte de paralysie cérébrale, j'entrais et sortais des hôpitaux, je faisais des séances de physiothérapie hyper douloureuses et je voyageais d'une opération à l'autre sans cesse. The Crow m'a permis d'échapper aux douleurs. Cela m'a permis de changer et de passer d'un humain super anxieux qui prétend être cool mais qui ne croit en rien à un super gothique qui croit en soi pour la toute première fois de sa vie. Je ne sais pas à quel point vous vous rendez compte
du pouvoir de la représentation au cinéma. Et je suis content de parler de ça parce que beaucoup de gens parlent de l'œuvre de James Hobart comme quelque chose qui n'a semé que du drame sur son passage. En réalité, elle a aussi marqué positivement les gens sur beaucoup de points. Mais en dehors de ce qu'il a permis individuellement chez les gens, dans l'industrie, il a révélé une voie inédite à un bon nombre de projets. Sans cette œuvre, on n'aurait probablement pas eu des films comme Dark Knight, ou alors si on les avait eus, ils auraient été différents. Car The Crow a participé à l'ouverture d'une porte à des productions de films de comics book plus sombres, plus sérieuses. Et encore aujourd'hui, on profite de la pierre apportée à cet édifice. Et si je dis qu'il a participé, c'est parce qu'il n'est bien évidemment pas tout seul. Le film a par exemple été comparé à l'esthétique de Batman de Burton sorti en 89, qui est lui aussi un autre film ayant contribué à ça. Mais on va dire qu'il s'imbrique dans un puzzle de choses qui ont permis au cinéma adapté de bande dessinée d'oser aller dans l'obscurité et où chaque pièce apporte une subtilité différente à ce qu'on a actuellement. Mais The Crow a une importance dans ce puzzle qui n'est pas du tout à négliger. Et ça, c'est parce qu'ils ont eu l'ambition, malgré tous les problèmes rencontrés, d'aller jusqu'au bout pour un résultat qui était au départ pas du tout estimé. Parce que si les équipes croyaient en leur film, personne ne pensait réellement qu'il allait être un aussi gros succès durable. Il s'agit d'un véritable succès inattendu qui a amené The Crow à être classé 24e au rang des films les plus lucratifs internationalement parlant en 1994. Et encore aujourd'hui, il est considéré comme culte. Et si le film vous intéresse, ne vous cantonnez pas à entendre les atrocités qui ont entouré la production. Allez la découvrir par vous-même. Pas pour savoir si c'est bon ou si c'est mauvais, même s'il est évident que vous aurez un avis là-dessus, mais juste parce qu'il est une pièce importante de la pop culture dont on ne parle pas assez pour ce qu'il est. Attention tout de même, je sais qu'il y a des personnes sensibles qui regardent cette vidéo et je préfère faire un avertissement là-dessus, mais The Crow traite de sujets très sombres, très graves, comme le deuil, bien évidemment le meurtre, mais met en scène également des violences sexuelles, comme le viol. Et j'ai vraiment pas envie que vous tombiez sur ça sans être prévenu des possibles triggers qui sont présents dans ce film. Donc voilà, faites attention à vous. Et pour conclure ce paragraphe et cette vidéo, The Crow ne doit pas être un film qui est synonyme de malédiction, mais un film qui a été fait avec amour, qui aura apporté énormément et qui mérite d'être vu. Car il est une pièce étrangement fascinante et importante qui a contribué à poser des fondations qui depuis presque 30 ans sont toujours aussi solides. People are going, the curse of the crow. You know, Carloco Studios, there was an electrician, somebody got electrocuted. This happened, that happened, this happened, that happened. Don't you think, is it possible? Is it, really? Really? No. The crow is not cursed. The crow was created out of love and loss. But the sideshow of looking for conspiracies within that loss, I think, take away from what he did. I do believe that there's a great film there and it stands on its own merits. And I'm proud of the film. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la rentrée, incroyable, de nouvelles vidéos arrivent, de nouveaux concepts arrivent. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail et que je puisse m'étendre bien sûr à l'international, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo pour que je gagne en visibilité. Et moi j'ai plus qu'à vous dire, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche, les réseaux sociaux sont en description. Et à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao.